Bienvenue dans ce 65e numéro de Terre de l'Aube. Ce rendez-vous mensuel est réalisé, vous le savez, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème qui nous concerne tous, le développement durable. Dans l'Aube, le monde agricole a mené une réflexion durant près de 8 mois sur des actions en faveur d'une agriculture plus durable. Cette réflexion porte le nom d'Univad. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons découvrir concrètement les choix des exploitants au bois sur ce sujet. Place au sommaire. Afin de trouver des actions en faveur d'une agriculture plus durable, la Chambre d'agriculture de l'Aube a lancé Univ-AD. Durant cette émission, nous découvrirons des exemples au bois, comme la production d'énergie plus respectueuse de l'environnement. L'idée était de transformer ces digitoires, de les faire fermenter pour produire ce biogaz, comme vous dites. Et ce biogaz est une source d'énergie qui va nous permettre de cogénérer et de produire de l'électricité et de la chaleur pour notre élevage. La Chambre d'agriculture de l'Aube n'est pas en reste pour proposer des idées pour une agriculture durable qui mêle intérêt économique et protection de l'environnement, avec par exemple l'agroforesterie. Mettre des arbres dans les champs, mais pas seulement autour des champs comme ça a pu être à un moment sur des haies. Dernier volet du développement durable, répondre aux besoins sociétaux. Depuis plus de 20 ans, le service de remplacement permet aux agriculteurs d'améliorer leur qualité de vie. Alors le principe, c'est remplacer les agriculteurs donc pour différents mandats, soit donc du développement, donc pour permettre aux agriculteurs de partir en formation. On a tout ce qui est maladie, accident, et après on a tout ce qui est encore congé, donc pour permettre aux agriculteurs de partir en vacances. Univ-AD, ce sont plus de 100 actions qui vont dans le sens d'une agriculture plus durable. Avec nos invités, Terre de l'Aube permet de découvrir les coulisses de ce projet et des exemples d'actions imaginées par les agriculteurs au bois. Alors Christophe Pron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de la commission environnement de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Alors Univad a nécessité 8 mois de travail, on l'a vu, avant un premier grand rendez-vous qui a eu lieu en décembre dernier. Mais quel est le sens tout d'abord du sigle et finalement quel est le sens sur le fond ? Alors sur la forme, le sigle Univad, ça signifie Université de l'agriculture durable. Alors vous me direz, c'est des termes peut-être qu'on emploie facilement, mais c'est ni plus ni moins que le sens du développement durable, c'est-à-dire respecter ou répondre aux besoins présents sans compromettre les générations futures. Donc c'est le sens du développement durable. Et le sens qu'on lui donne, bien, c'est que tout ce qui a été entrepris jusqu'alors, on ne va pas être prétentieux, se dire qu'on a découvert la boîte à outils de l'agriculture durable enfin et que jusque-là, rien n'était fait. La particularité, c'est, je trouve, de donner, déjà d'impliquer tout le monde, à la fois les responsables de groupes de développement, à la fois tous les conseillers, mais aussi tous les membres, tous les collaborateurs de la Chambre d'agriculture. Et puis, l'enjeu, c'est de le faire partager bien au-delà, de donner un nouveau sens au développement qui soit le plus complet possible, parce que l'agriculture durable, on l'entend sous l'angle environnemental, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, mais également sous l'angle de l'économie et du sens humain. Justement, la Chambre d'agriculture, elle a déjà mené depuis des années des actions en faveur du développement durable. Alors pourquoi finalement trouver un autre nom, trouver une autre manière de réfléchir? C'était pas assez avant ? C'était certainement... non, mais il ne faut pas, je vous dis, être prétentieux et partir en juge du passé en se disant on aurait dû faire mieux. Enfin, on aurait dû certainement faire mieux, mais en tout cas, les autres n'ont pas fait suffisamment. Moi, ce que j'y vois positivement pour l'avenir, c'est un paquet de propositions très concrètes. C'est l'enjeu de cette centaine de propositions qui elles se veulent pratico-pratiques, mais aussi de bon nombre d'orientations plus générales. Et je pense que l'avantage, c'est de donner un sens global à tout un tas d'initiatives qu'on avait déjà démarrées. Quand on parle de système de culture économe en intrants qui existe déjà depuis plusieurs années, quand on parle de groupes transversaux qui travaillent sur la valorisation des intercultures, tout ça, ou d'économie d'énergie sur les exploitations agricoles, ça va dans le même sens. Simplement, là, il y a une colonne vertébrale et avec une vision globale aussi du salariat, aussi de la formation des agriculteurs, mais de leurs conseillers, du travail entre organisations agricoles, parce que ça ne se fera pas uniquement dans le cadre de la Chambre d'agriculture, mais qu'il faut que ce soit un projet qui soit partagé bien au-delà. Justement, Béatrice Richard, vous êtes viticultrice, vous êtes membre de la Chambre d'agriculture. Qui
concrètement a participé à cette réflexion Univad? Alors, au niveau de la Chambre d'agriculture, on a voulu faire travailler sur ce dossier les élus, les membres des groupements de développement agricole et de groupements de développement viticole, et puis nos collaborateurs, c'est-à-dire la cheville ouvrière de la Chambre d'agriculture et ceux qui sont chaque jour au contact à la fois des agriculteurs mais aussi du terrain. Béatrice, Richard, j'ai envie de dire, et après le temps de la réflexion, je crois qu'il y a 7 groupes d'experts qui ont été composés. Justement, de qui sont composés? C'est uniquement des gens de la Chambre d'agriculture ou pas? Alors, dans ces groupes d'experts, on a effectivement la composition dont je viens de vous parler, mais on a aussi des gens qui travaillent dans des groupes très spécifiques, par exemple autour des cophytos ou autour. Et là, on arrive à des expertises très fines qui seront elles aussi intégrées dans la réflexion Univad. Réflexion Univad, alors pour revenir à votre première question, nous sommes, vous le savez sans doute, à la fin d'une mandature. Une prochaine mandature va prendre en charge la Chambre d'agriculture de demain. Ce sera probablement le dossier sur 5 ans de cette nouvelle Chambre d'agriculture et de ses élus. Alors en même temps, Christian, il y a cette réflexion, on parle d'actions futures, mais je suppose qu'il y a quand même déjà des actions existantes dans l'Aube sur le développement durable auprès des agriculteurs. Oui, c'est le cas. Et nous allons découvrir d'ailleurs plusieurs cas durant cette émission, plusieurs exemples au bois. Alors le premier est lié à l'exploitation d'une énergie renouvelable. Voilà pour le cadre développement durable. L'exploitation se situe à Vaucogne, le village de Vaucogne, et là, tenez-vous bien, là-bas, les producteurs d'énergie, ce sont des cochons. Donc ce sont des cochons qui font de l'énergie propre. Oui, et on va voir justement comment grâce à ce reportage. Intéressant. Bernard Bouillard est un pionnier de la méthanisation. À la tête d'un élevage de 10 000 porcs charcutiers, il a eu l'idée de transformer le lisier en biogaz. L'idée était de transformer ces lisiers de forge, de les faire fermenter pour produire ce biogaz, comme vous dites. Et ce biogaz est une source d'énergie qui va nous permettre de cogénérer et de produire de l'électricité et de la chaleur pour notre élevage. À la différence du photovoltaïque ou de l'éolien, ici, le procédé ne dépend pas de la météo. Ici, la fermentation se déroule en continu. On a une incorporation journalière de matière et ces matières ressortent automatiquement. La fermentation ne s'arrête jamais. Suite à ce coup d'essai réussi, depuis une semaine, une unité de cogénération supplémentaire a été installée. C'est-à-dire que depuis la semaine dernière, nous faisons des essais, nous sommes en train de produire plus d'électricité. Notre installation produisait 150 kWh 24 heures sur 24. Maintenant, elle va produire 250 kWh 24 heures sur 24. Nous allons en fait produire à peu près entre 8 à 9 fois plus d'électricité que nous consommons sur l'élevage. Suite à un investissement de près de 1,2 million d'euros, aujourd'hui, Bernard Bouillard se considère comme éleveur de bactéries et producteur d'énergie. Les retours sur investissement sont de l'ordre de 5 ans en fait. On avait tablé sur 6 ans et demi, 7 ans et on voit avec le recul que c'est des retours sur investissement de 5 ans. Et maintenant, même les partenaires financiers sont moins frileux. Les banquiers connaissent la méthanisation, commencent à avoir des retours justement de rentabilité. Et l'investissement, le risque d'investissement en vaut la peine puisque derrière on a un contrat d'achat qui est garanti pendant 15 ans par la SICAE chez nous ou EDF ailleurs en France. Ça permet dans des productions notamment en porcine qui n'ont pas d'aide compensatoire, ça permet d'assurer un revenu et de lisser les fluctuations de revenus de nos élevages, notamment porcins. D'après cet éleveur, il s'agit d'un parfait exemple de développement durable, c'est-à-dire intéressant sur les plans financiers et écologiques. Très bel exemple en effet, parce qu'on avait déjà évoqué dans l'actualité sur Canal 32 les prémices de ce projet. Et on se rend compte que finalement il est en train de grandir. Et voilà, le développement durable, c'est maintenant et ça se développe. Alors Christophe Pron, là on a vu un exemple, mais je crois qu'il y a une centaine de propositions, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans le cadre d'Univad. Alors dans le terme plutôt dans l'environnement, quelles sont les autres idées qui peuvent émerger ? Alors il faut citer juste quelques exemples concrets parce que faire l'inventaire c'est un petit peu fastidieux. On n'a pas le temps. Mais je vous dis oui, je sais que c'est toujours rapide. Mais en l'occurrence, il s'agit d'allonger les rotations. Alors quand on dit ça, allonger les rotations, c'est la succession des cultures chaque année sur les parcelles de l'exploitation. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire parce que ça veut dire que il y a des sols qui sont faciles à travailler et qui peuvent recevoir tout un tas de cultures différentes. Encore faut-il avoir accès à ces cultures en termes de contrat. Donc vous voyez, c'est établir de nouvelles filières. Là, il y a une filière naissante qui est une filière de sainfoin qui sert à l'alimentation des animaux.
Bon, on est en train de la mettre en route avec d'autres personnes qui s'en occupent vaillamment. C'est jamais si simple que ça. Le chanvre, cette année, les marchés sont repartis au vert, mais il y a eu d'autres années plus difficiles où on nous demandait de réduire la production. Donc allonger les rotations, c'est une des démarches, c'est pas la seule. C'est valoriser les intercultures pour essayer de produire de l'azote naturellement par les plantes au niveau du sol. Et ça permet de réduire l'apport azoté sur la culture suivante. C'est très précis en fait. Ah oui, là les 102 propositions, elles se veulent très concrètes. Hein, c'est penser globalement, mais agir localement et concrètement. Mais Béatrice Richard, il existe tout de même des agriculteurs quelque part réticents à adopter ces nouvelles techniques liées au développement durable, alors que ils utilisent des techniques jusqu'ici performantes. Et comment on fait pour les convaincre ? Alors déjà, on ne leur impose rien parce qu'un agriculteur a horreur qu'on lui impose quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, l'agriculteur ? Il dit, moi, ça fait des décennies que je ne fais pas. Il dit, jusqu'à présent, ça a bien été, pourquoi je changerais ? Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Puis, bon. C'est normal, c'est humain. C'est humain. Dans la société, on a le même cas de figure. Alors, derrière, il faut argumenter. Il faut argumenter par l'exemple, il faut argumenter par l'expérimentation, il faut argumenter en essayant d'amener, alors cet agriculteur, mais les autres, à des réunions de terrain, à des réunions de cohésion. Et puis, il faut faire bouger les partenariats. C'est-à-dire que l'agriculture, ça n'est pas la chambre d'agriculture. L'agriculture, c'est un ensemble de partenaires. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais vous les imaginez bien volontiers, qui travaillent tous, heureusement, dans la même direction. Et c'est en travaillant tous ensemble, puisque vous savez bien que tout seul, on n'est rien, en travaillant tous ensemble qu'on parvient à faire comprendre à cet agriculteur peut-être un peu rétif qu'il y a une autre voie, et une voie qui est une voie qui, au niveau sociétal, technique et environnemental, peut être une voie d'excellence. Mais tout de même, Christophe Pron, l'agriculteur même réticent au changement, les changements, à ce moment, ils sont très nombreux en fait. La réglementation change, j'ai l'impression, tout le temps. Et même les GA, les jeunes agriculteurs, se plaignent que le rythme est trop rapide. Qu'en est-il exactement selon vous ? Alors, qu'en est-il exactement ? Ça, c'est une question. Exactement, j'aurais du mal à vous dire. Mais ce qui est certain, c'est que les changements s'opèrent quand même au niveau des agriculteurs. Quand vous prononcez le mot biodiversité, il y a encore quelques années, c'était pas un gros mot, mais enfin, c'était pas si facile que ça à aborder concrètement au niveau des fermes et des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un mot qui est accepté, il en envoie même un sens positif directement dans la production agricole. Sinon, par contre, sur le volet réglementation, j'aurais tendance à dire les députés, leur boulot, c'est de faire des lois, mais c'est aussi de représenter le peuple. Il serait bien qu'ils mettent un petit peu les hauts là sur la surréglementation. Et je pense qu'il y a une partie de poker menteur entre oui, mais c'est Bruxelles qui nous demande, c'est l'Union européenne, et c'est la France qui en rajoute. Enfin, là-dessus, tout le monde n'est pas clair. Alors justement, vous parlez de Bruxelles, les décisions, elles viennent aussi de l'Europe, mais est-ce qu'une décision européenne peut s'appliquer localement ? Est-ce que c'est trop unilatéral, trop général ? Et est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de déclinaison locale ? Est-ce que c'est possible ? Je suis convaincu qu'on peut faire les deux. Je pense au nitrate notamment. Oui, non mais c'est clair que sur la directive nitrate là, qui en ce moment est sur le feu, on va dire, c'est l'exemple type. Elle est mise en place depuis très longtemps, depuis 91 en termes de décision européenne. Jusque-là, se jouait suffisamment de subsidiarité, et je pense que c'est le mot-clé. Où on peut avoir... la requête de Bruxelles, en l'occurrence, c'est de dire, attention, sur la carte française, il y a des régions qui sont très servies sous l'égide de la zone, la directive nitrate, et d'autres complètement absentes. Donc, il faut peut-être compléter. Or, on voit que dans notre région, qui est particulièrement dense, on nous impose encore, notamment dans les Ardennes, de compléter, ce qui est ridicule. On va prendre un autre exemple de développement durable possible. Depuis le 7 janvier, il existe un plan de relance photovoltaïque qui pour les installations inférieures à 1000 m². Est-ce que, d'après vous, il y a un intérêt de la part des agriculteurs au bois à devenir fournisseurs d'énergie ? Alors, très sincèrement, oui. Et le photovoltaïque ne peut être qu'un exemple. Moi, je suis convaincu que l'enjeu, ça peut être choquant pour certains, mais je pense que l'enjeu mondial sur l'énergie est de nature comparable à l'enjeu alimentaire. Mais pour les agriculteurs ? Et pour les agriculteurs, c'est une opportunité d'alimenter, de devoir contribuer à l'alimentation de la planète, mais aussi et surtout et d'abord des ressortissants locaux, nationaux, européens.
Et c'est aussi un enjeu de répondre à cette opportunité-là au travers des agrocarburants, au travers du photovoltaïque, comme vous venez de soulever cet exemple. Nous sommes plutôt réticents à ce qu'il y ait des panneaux photovoltaïques au sol, parce qu'on trouve qu'il y a déjà largement de sols artificialisés comme ça sur l'ensemble de l'État français, mais particulièrement dans l'Aube. Mais par contre, valoriser toutes les toitures de hangars, ce qui représente déjà des surfaces considérables, c'est une opportunité comme une autre. On le voit dans ce que nous dit Christophe Pron, le développement durable, c'est pas uniquement la prise en compte de l'écologie, c'est aussi des enjeux économiques, des enjeux sociétaux. Et là encore, je suppose qu'il y a des exemples dans l'eau. Il avait dit même humain. Et là, effectivement, je propose de découvrir une idée qui facilite la vie des agriculteurs. Il s'agit du service de remplacement. Et je propose de découvrir à quoi cela ressemble. Un exemple du côté de Magny-Fouchard. Loïc Van de Waal est à la tête du service de remplacement. Ce service a pour but de mettre à disposition du personnel qualifié et ainsi simplifier le quotidien de l'exploitant. Alors le principe, c'est remplacer les agriculteurs donc pour différents mandats, soit donc du développement, donc pour permettre aux agriculteurs de partir en formation. Donc ça c'est le petit plus qui fait que les agriculteurs peuvent se former. On a tout ce qui est maladie, accident. Donc ça c'est vraiment la vocation du service de remplacement. Et après, on a tout ce qui est encore congé, donc pour permettre aux agriculteurs de partir en vacances. Le service de remplacement dénombre près de 150 adhérents. Il est subventionné par la Chambre d'agriculture, les JA, la région et la MSA. Gérard fait partie des salariés mis à disposition par ce service. Je viens tous les 15 jours, pour un peu l'entretien, tout, regarder les chaînes, tout, la farine, les goulottes, l'eau, si ça, les abreuvoirs s'ils marchent. En personnel, on a 2 CDI. Donc il y a Gérard qui est là depuis le début, en gros. J'ai embauché un CDI intermittent, donc avec 300 heures à faire minimum, plus et après c'est si on a besoin. Et autrement, j'ai des vacataires, j'ai à peu près 40 personnes qui peuvent travailler comme ça au coup par coup. C'est des petits CDD, quoi. C'est un peu, on va dire pour l'image, c'est un peu comme une boîte d'intérim. Francis Lebon est céréalier et éleveur porcin à Magny-Fouchard. Il recourt au service de remplacement depuis près de 25 ans. C'est impossible d'embaucher quelqu'un une journée par semaine. Les contraintes administratives sont beaucoup trop importantes. Quelqu'un de qualifié, c'est pas possible. La seule solution, c'est les services de remplacement. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse nous remplacer au pied levé si on a un accident, un problème de maladie. Il n'y a pas des accidents et de la maladie tout le temps, heureusement. Et donc, après, on se le répartit et il faut pour qu'il ait du travail toute l'année sur les exploitations. Après, c'est vrai que l'hiver, il y a un peu moins de travail. Et on s'organise pour le prendre quand même. Apporter de la souplesse dans le quotidien des exploitants agricoles, tel est l'objectif du service de remplacement. L'agenda de Gérard se répartit principalement entre 5 fermes. Les contrats sont simplifiés et l'adhésion à ce service coûte 30 € par an. Le service de remplacement permet donc aux agriculteurs de souffler un peu et prendre des vacances. De pouvoir partir 2-3 jours et que Gérard nous remplace la semaine. Ouais. Donc ça c'est pas mal ? Ouais, ça c'est très bien même. C'est très bien. Il est content. Christophe Pron, on voit là un exemple, qui allie développement durable et qualité de vie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples comme cela ? Je pense par exemple au circuit court. Circuit court, enfin tout ce qui... le circuit court n'est pas forcément synonyme de qualité de vie pour l'agriculteur, parce que faire les marchés en même temps que mener à bien son activité de production et éventuellement de transformation, c'est plutôt des journées à rallonge. Mais pour le consommateur, c'est autre chose. Mais par contre, pour le consommateur, effectivement, c'est le lien avec le producteur, l'identifier. On a plusieurs réflexions en cours, mais je sais que les producteurs se posent des questions sur l'opportunité ou pas d'avoir un magasin central où ils puissent apporter leur production et proposer la commercialisation en direct avec les gens, des consommateurs. L'autre idée, c'est éventuellement de faire des drives. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas il n'est pas français, mais en tout cas ça permettrait par Internet de dire un petit peu aux producteurs ce dont on souhaiterait en termes de produits agricoles, et puis d'aller les chercher à un point de rendez-vous à une heure donnée. Ça tombe bien, Béatrice Richard. Est-ce que l'UNIVAD prévoit des actions pour rapprocher le monde agricole du grand public de manière plus aussi concrète là aussi ?
Ça fait partie, au sens élargi du mot, mais de l'agriculture durable. C'est-à-dire que je crois que, on l'a dit tout à l'heure, l'agriculture durable, c'est aussi l'humain. Et l'humain, c'est aussi préserver la qualité de vie de l'agriculteur. Et la qualité de vie de l'agriculteur, c'est aussi le contact, lui permettre de ne pas rester dans son exploitation, mais de s'ouvrir au contact. Et il est évident qu'au sein d'Univad, on lancera des réflexions plus précises sur le service de remplacement, par exemple, l'intensifier pour un éleveur qui pourrait se libérer quelques jours par an. On connaît la contrainte des éleveurs, qui pourrait effectivement avoir un agriculteur qui pourrait avoir on parlait de circuit court. Je crois que là, on est vraiment dans une démarche d'ouverture dans l'objectif d'un mieux vivre au sein de son métier. Christian, on a déjà vu dans cette émission quelques exemples d'actions en faveur du développement durable, mais je suis sûr que vous nous réservez encore quelques surprises. Ah ça, ils adorent ça, la Chambre d'agriculture. Oui, clairement, oui, on pourrait faire ça, émission avec des surprises. Imaginez un conseiller agricole proposant de planter des arbres au milieu des parcelles. Non mais c'est pas possible. Si, ça se fait, et ça se fait dans l'Aube. Alors l'idée peut paraître folle, effectivement, et pourtant cette technique existe et se nomme agroforesterie. Explication et exemple en image. Idéfix va être content. Ici, les 3 conseillers agricoles du GDA Ouest-Aubois défendent un concept économique et écologique original, l'agroforesterie. Mettre des arbres dans les champs, mais pas seulement autour des champs comme ça a pu être à un moment sur des haies. Exemple d'agroforesterie, ici, sur une parcelle de 5 hectares, plus de 200 arbres ont été plantés, voilà un an. La parcelle, elle apporte à l'arbre en fait les engrais qu'on apporte déjà. C'est déjà un milieu où l'arbre se retrouve à pousser plus vite. Dans l'autre sens, l'arbre, qu'est-ce qu'il apporte à la culture? Principalement actuellement, il occupe de l'espace. Donc c'est plutôt un retrait. Mais si on l'a bien orienté, il ne gêne pas la culture. Après, on est en train de découvrir, on voit qu'il y a un impact biodiversité très important. On voit que les populations de carabes bougent, les populations de cirfes bougent. L'intérêt, c'est que c'est en fait, j'ai pas précisé, mais c'est que c'est des auxiliaires. Les carabes sont des animaux qui sont prédateurs de la limace. Les cirfes sont des prédateurs des pucerons. Cette formule gagnant-gagnant de l'agroforesterie s'applique également à l'élevage. Donc l'exemple classique qui est connu, c'est de l'agroforesterie avec des bovins, souvent des associations avec des vergers. Ce qu'on observe en plus de la production de vergers, qui est intéressante pour l'agriculteur, c'est que les bovins vont aller se mettre en pleine période de chaleur sous les arbres. Donc ils vont aller se répartir un peu plus sur l'ensemble de la parcelle et pas rester juste dans le coin de l'abreuvoir. Et en plus, sous les arbres, la pâture est possible un peu plus longtemps. L'herbe reste verte plus longtemps sous les arbres, donc on a une possibilité de pâturer plus longtemps. Après, l'autre exemple classique aussi, c'est pour amener les poules de plein air à parcourir l'intégralité de leur parcours. Parce que normalement, la poule est un peu craintive et n'ose pas trop sortir de son poulailler, même quand on lui a ouvert la trappe. Là, en arrangeant les arbres de manière intelligente, là, ça amène la poule à parcourir tout le parcours, à s'alimenter sur tout le parcours. Donc vraiment un bien-être animal amélioré. Bien-être animal, production de bois, production fruitière. Aujourd'hui, le GDA a dépassé le stade de la communication sur cette technique afin de répondre aux sollicitations des agriculteurs. Qui ne veulent pas simplement juste une formation. Ils veulent aller directement au projet. Et donc là, nous, on en est à la phase où on accompagne des projets, on construit avec des agriculteurs le projet en combinant un agronome, donc par exemple moi, et un forestier pour arriver à avoir le double avis sur une parcelle agroforestière parce qu'à la fin, cette parcelle reste agricole. Ça reste une parcelle agricole dans laquelle on a mis des arbres. Dans la région, 1 à 2 projets par département devraient être menés à terme en 2013. Bon, Christophe Pron, j'imagine que dès demain, tous les agriculteurs vont mettre des arbres dans leurs parcelles, ou bien le développement durable, c'est plutôt un mix d'idées innovantes. Oui, absolument. Il y a beaucoup de propositions différentes. C'est justement pour que chacun puisse y retrouver ses petits. Il y a les adeptes de l'agroforesterie, et c'est tant mieux si ça se développe, puisqu'on est qu'au balbutiement, en tout cas dans notre département. Et puis c'est vecteur de biodiversité. En même temps, il ne faut pas se limiter à ça parce que tous les terrains s'y prêteront pas, parce que toutes les activités agricoles non plus. Donc, il faut rester très ouvert. Moi, je crois que le pire, c'est de tuer les idées nouvelles dans l'œuf. Et qu'au contraire, même considérer qu'on est au point de départ. On a parlé souvent, on clôture l'université d'hiver. Mais non,
En fait, on fait que d'ouvrir ce sujet qui, j'espère, s'enrichira avec d'autres avis d'agriculteurs, avec de nouvelles sensibilités de la part des conseillers, que chacun va se l'approprier pour trouver de nouvelles solutions qui permettent à la fois la production, le respect de l'environnement et la valorisation des emplois. Béatrice Richard, pour finir, est-ce que vous avez été surprise par la richesse, la qualité des réflexions du NIVAD? Est-ce que vous sentez finalement les agriculteurs et les viticulteurs au bois motivés par le développement durable? Ah oui, de toute façon, la motivation, elle est là. D'abord, elle est là à la base, hein, c'est-à-dire de notre point de vue. La motivation est là. Il n'y a pas eu de tabou dans les discussions ni dans les groupes de travail, c'est important. Pas de tabou, pas de sujet qu'on veut éviter. Au contraire, un panel de réflexion, une aide assez magistrale qui nous a été apportée par Jacques Leclerc du Sablon, que vous connaissez, qui nous a aidé à mettre tout cela en forme et à organiser nos idées. Et au final, une véritable feuille de route qui nous permettra, comme le disait à l'instant Christophe, et j'aime beaucoup son expression, on n'a pas géré une clôture de l'université. Je pense qu'on a au contraire géré cette ouverture. Et demain, on va vraiment partir dans ces universités d'été, ces universités d'agriculture durable. En tout cas, merci de nous avoir évoqué Univad. Vous avez du pain sur la planche, mais vous êtes bien parti. On pourra en reparler encore des années de ce développement durable. Merci Christian pour la préparation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte agricole dans Terre de l'Aube. Agricole.